Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Ce soir, je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Salut. Et je suis avec Varam. Salut Varam. Salut l'équipe. Alors, au sommaire de cet épisode 16, nous allons donc débriefer le match du 29 novembre 2024 contre le Stade de Zanouchi à la Pontaise. Puisque nous avons la présence de Mathéo et Varam, nous ferons la deuxième partie de notre chronique, le top 11 des joueurs que j'ai vu jouer. Deuxième et dernière partie, puisque tous les animateurs auront présenté leur top 11. Et puis, comme d'habitude, depuis maintenant quelques épisodes, nous ferons le briefing de notre prochain match qui nous emmènera toujours dans le canton de Vaud, du côté du Stade Lyonnais. Voilà, messieurs, je propose qu'on commence tout de suite avec la première rubrique. Alors, la première rubrique, c'est bien évidemment notre débriefing du dernier match. Alors, ce week-end du 29 novembre, c'était la 16e journée de Dietchi Challenge League. Et à cette occasion, Neuchâtel Xamax se déplaçait à la Pontaise pour y affronter le Stade Lausanne-Ouchy. Un Stade Lausanne-Ouchy qui restait sur une bonne période. Ils n'avaient plus perdu depuis 5-6 matchs. Et puis tout le contraire pour Neuchâtel Xamax qui restait sur 3 défaites consécutives et 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Alors avant qu'on débriefe le match à proprement parler, je vais te poser une question à toi Mathéo. Est-ce que tu as fait partie des courageux supporters dans le COP qui ont retiré veste, pull et t-shirt pour chanter vers la fin du match, ou est-ce que le frigo de la Pontaise a eu raison de toi? Non, j'ai fait preuve de prudence, surtout au vu du mois de novembre que j'ai traversé au niveau de la santé. Donc non, je n'ai pas fait partie de ces courageux-là. Ouais, on a toujours l'impression, quand on est à la Pontaise, qu'il y a un espèce de microclimat qu'on ne saurait expliquer. Pourtant, à Lausanne, il fait pas plus froid qu'ailleurs en Suisse. Mais voilà, Mathéo, toi, tu es quand même un habitué de la Pontaise, puisque, faut-il le rappeler, tu résides du côté de Lausanne. Et on a l'impression qu'il y a, voilà, comme je disais avant, un espèce de microclimat dans ce stade. Chose qu'il n'y a pas à la Tuyère, par exemple. Pourtant, le stade est proche physiquement de la Pontaise. Il y a à peine 1 kilomètre qui sépare les deux stades, mais à la Pontaise, il fait toujours froid extrêmement froid dans ces périodes. Ouais, c'est sûr qu'il y a une grande différence, mais après il y a une grande différence déjà dans la conception architecturale. D'ailleurs, je profite pour lancer un appel aux auditeurs. Trouvez-moi un un stade dans le monde, à part peut-être dans les régions style pôle Nord ou comme ça, où il fait plus froid qu'à la Pontaise en 2024. C'est sûr que moi, en plus, je suis arrivé 45 minutes avant le coup d'envoi vendredi soir. On a mis 2 minutes avec mon pote avant d'avoir les doigts complètement gelés. Donc, mais ça, on le sait et on s'y attend avant d'y aller de toute façon. Tout à fait, mais le froid n'a pas refroidi les Xamaxiens puisqu'ils ont déjoué tous les pronostics, alors pas forcément les pronostics, mais en tout cas ils ont déjoué les dernières tendances. Et puis ils se sont imposés 2-1 contre le Stade Lausanne-Ouchy. Alors on va commencer comme d'habitude par les différentes réactions. Alors, tout d'abord, on a Sam, notre animateur, qui n'a pas pu être là ce soir, on le salue, qui nous dit enfin. Maxime qui nous dit match ennuyé, mais le travail a été fait. Bamba nous sort des gros matchs dernièrement. Et puis, il était surpris aussi, Maxime, de ne pas avoir vu Hussein Touati titulaire. Alain qui nous dit soulagé et peut-être le début d'une nouvelle série positive. Sowat qui nous dit dans la douleur, mais cette fois-ci avec une fin heureuse. Julien qui nous dit next, 3 petits points. Grégoire M qui nous dit la victoire de la dernière chance pour la promotion directe. Tim qui nous dit ça a été costaud dans la gestion et le réalisme, mais il faut qu'on soit meilleur dans le jeu. Et puis on a aussi Lucas qui a vu une équipe plus soudée pendant 90 minutes avec présence sur deuxième ballon. L'équipe a su réagir après l'égalisation. Alors, messieurs, je vous passe la parole en vous disant ça. Ça n'a pas été un match extrêmement enthousiasmant ce vendredi à la Pontaise, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, maintenant, d'emblée, ce que je peux dire, c'est que l'équipe a su finalement gérer mentalement les moments un peu plus durs de ce match. Il y a quelques fois, enfin, sur quelques attaques du slow où je me suis demandé comment est-ce qu'on a réussi à s'en sortir in extremis, même sans que aucun joueur du slow ne réussisse
adresser une frappe en direction de Meragic. Maintenant, il y a une capacité à faire le dos rond, il y a une capacité à profiter des atouts offensifs qu'on a, notamment au niveau de la vitesse. On le développera tout à l'heure avec notamment l'obtention du premier goal. Et puis, il y a finalement la capacité mentale qu'a eu l'équipe à réagir immédiatement après l'égalisation. Donc, dans la période qu'on traversait et après le match frustrant contre Toul de la semaine dernière, il y a des signaux positifs à nouveau depuis vendredi soir. Ouais, Varam, toi, tu avais le froid en moins par rapport à nous, puisque tu as vu le match depuis ton domicile. Mais le constat devait être le même. T'as pas été spécialement enthousiasmé par ce match en soi. Alors non, alors ça n'a pas été un match flamboyant, mais je crois que on va pas faire la fine bouche, hein, parce qu'on restait quand même sur une série assez terrible. Ce qui comptait, c'était les 3 points. On les a obtenus. En première mi-temps, on a vu une équipe, enfin moi en tout cas, j'ai vu une équipe qui était solide, appliquée, sérieuse. Certaines fois, on est trop passif. Là, on est bien rentré dans le match sans être exceptionnel, flamboyant, mais on a fait le job, on a fait ce qu'il fallait faire. On a été présent dans les duels. Défensivement, on a été très très bon. Et d'ailleurs, je pense aussi que d'avoir reproposé le trio Size, Fatkich, Bamba a été une excellente idée. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce trio soit reconduit beaucoup plus fréquemment parce que je trouve que ça apporte un équilibre défensif et puis ça nous amène aussi beaucoup plus de variété aussi dans notre jeu d'attaque. Donc je pense que ce trio-là n'est pas du tout au fait étranger au fait qu'on ait fait un match solide et puis très 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 appliqué. Maintenant, on va y revenir, mais j'ai été beaucoup moins séduit par cette deuxième mi-temps. Alors, on s'en sort bien, mais je pense que, voilà, je vais être un disque rayé, mais il y a certaines attitudes en deuxième mi-temps qui m'ont un peu laissé perplexe, au fait, et on est retombé un peu dans nos vieux travers, dans cette passivité, un peu comme ça. Mais voilà, finalement, on a réussi à prendre ces 3 points. Maintenant, bah, il reste 2 matchs avant la trêve et c'est mission 6 points. Je crois que là, il faut plus trop jouer les virtuoses. Il faut qu'on fasse des points impérativement parce qu'il faut arriver à la trêve en étant quand même accroché au train promotion absolument quoi. Voilà, effectivement, voilà, le match avait assez bien commencé, hein, avec dès les premières minutes une assez grosse occasion pour Neuchâtel Xamax, avec un bon développement de l'action côté droite. Et ça se termine par un centre de Gonçalves et puis une tête de Samir Hamizi. Alors on s'est dit, bon voilà, peut-être que le froid ne va pas trop ralentir les joueurs. Et puis après, alors il y a eu quelques actions de gauche, de droite. Il y a eu un débordement d'Onyekashi qui a frappé plutôt que de servir à nouveau Ramizi qui était bien placé. Le Stade Lausanne a aussi eu une période un peu de domination territoriale où ils se sont aussi procurés pas mal de petits coups francs et de corners tirés entre la 15e et la 20e minute. Mais ça aurait été finalement assez logique que les deux équipes rentrent au vestiaire avec un score nul et vierge de 0-0. Mais le destin, mais surtout, on va dire, la pointe de vitesse de Pascal Onyekashi et puis la petite erreur d'appréciation de Preston Malula et après le sang-froid de Kenan Fatkic, on a décidé autrement. On va revenir un petit peu sur cette action. Alors Mathéo, toi, tu étais assez loin pour la voir puisqu'elle s'est passée de l'autre côté pour toi. Peut-être Varam, je vais plutôt venir vers toi. Il y avait clairement penalty sur cette action ou pas? Oui, oui, alors là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de doute, hein. Donc là, c'est notre ami Onyekashi, donc qui avait une prairie devant lui, hein. Il avait carrément une magnifique autoroute. Il a poussé la balle et puis là, bah, c'est là qu'il est bon, hein. Il a le champ ouvert, hein. Il fait, je pense, 40-50 mètres de course. Et puis il est au duel avec Malula, bah, qui n'a pas d'autre choix que d'arriver en retard et puis de mettre le pied. Penalty. Et puis là, le spécialiste maison, donc Fatkic tranquille, contre-pied tranquille, très très bien tiré. Et puis c'est vrai bah, que à la mi-temps, finalement, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosses occasions de part et d'autre, mais je sentais quand même qu'on avait la maîtrise du match, clairement. Et on a fait une première mi-temps, on va dire mature. Moi, j'ai vu en tout cas une équipe mature, une équipe qui était là pour gagner, une équipe besogneuse, sérieuse.
Et puis après ces premières 45 minutes, donc comme on l'a dit, sans être flamboyante, cette équipe, mais globalement le match, hein, le Vesselo n'a pas fait grand chose non plus, mais on rentre au vestiaire avec ce but d'avance qui nous fait du bien. Ouais, je vais quand même revenir sur l'occasion du penalty et puis l'intervention de Maloula. Une intervention qu'on peut quand même qualifier d'assez maladroite et assez mal sentie dans l'action parce que Onyekashi, tu le disais, Varane, hein, il a montré à nouveau toutes ses qualités. Dès qu'il prend la profondeur et qu'il a le ballon vraiment dans le sens du but, ben il est pratiquement inarrêtable, hein, une fois qu'il est lancé. Mais il était quand même relativement excentré, même s'il était en train gentiment de repiquer sur le but. Mais Jérémy Vachou n'était pas aux fraises, hein. Donc Maloula pouvait aussi se dire que s'il me passe derrière le gardien, s'il ferme bien son angle, il peut faire l'arrêt. Ça a obligé Onyekashi à placer le ballon de manière extrêmement précise. À mon avis, il y a peut-être plusieurs défenseurs qui, à la place de Maloula, ne seraient pas intervenus. En plus, il le prend vraiment très très maladroitement au niveau du pied. C'était finalement assez flagrant comme il est tombé, Onyekashi. Voilà. Dans ces situations-là, on peut toujours se dire, bah voilà, le gardien fait l'arrêt plutôt que de risquer de prendre un penalty et puis un carton jaune. Je pense que l'arbitre a été clément. Là, c'était pas vraiment une grosse faute de dernier recours non plus en soi. Mais voilà, une intervention un peu maladroite. Vous en pensez quoi, messieurs? Oui, après, c'est aussi le mérite de Nyekashi de justement, quand il arrive à faire ses percées, puis quand il arrive à avoir de l'espace, on voit à quel point il est en capacité de déstabiliser des défenses. Je veux dire, c'est principalement là-dessus qu'on l'a vu cette saison jusqu'ici. Il y a des fois où sa vitesse a pu l'amener jusqu'à marquer, comme par exemple ça a été le cas sur le premier but à Bellinzone. Mhm. Là, c'est un autre contexte que on sait que s'il va pas au bout de l'action, il est aussi capable, grâce à sa vitesse, de faire tourner la tête à une défense jusqu'à obtenir des fautes dangereuses et obtenir des pénaltys. Donc c'est un bon enseignement pour la suite. Et je pense que particulièrement dans des matchs où on sait qu'on va avoir des ruptures à jouer, c'est un joueur à avoir sur le terrain, sans aucun doute. Ouais. Et puis après, pour emboîter ce que tu disais, Varane, bah, logiquement, on pouvait s'attendre à ce que le stade Lausanne-Ouchy doive réagir et réagisse du coup. Alors ça, c'est pas matérialisé tout de suite, hein. Il y a quand même eu un petit round d'observation entre les deux équipes qui a duré environ une dizaine de minutes. Mais je dirais, depuis la 55e jusqu'à l'égalisation qui est survenue à la 63e minute, on sentait quand même que le Stade Lausanne était un peu de plus en plus insistant vers le but de Xamax. Et puis je dirais que c'est assez logiquement qu'ils sont revenus au score à la 73e. Alors on a souvent remis en question les capacités défensives de notre équipe. Mais sur ce but, on voulait quand même rendre hommage au côté droit, spécialement du Stade Lausanne-Ouchy. Une magnifique combinaison et puis pas grand-chose à reprocher à notre équipe sur ce but, messieurs. Bah, sur l'action en elle-même, quand même, je dirais que ils se sont quand même fait un nombre de passes assez impressionnant et il n'y a pas de pressing, il se passe rien. Et moi, c'est là où je pense qu'il y a un petit bémol quand même, c'est qu'on rentre quand même dans cette deuxième mi-temps. Je trouve apathique. On essaie. Alors voilà, c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais en fait, on contient, mais on n'essaie pas de partir en contre. Et c'est ça que je trouve dommage, au fait. C'est qu'on est dans une espèce d'attente. Or, on sait que défensivement, ben, on a des petits soucis. Euh, et vu la qualité des joueurs qu'on a quand même devant, je trouve dommage de simplement contenir et de jouer la montre. Or, on l'a vu que systématiquement, quand on le fait, ben, en fait, on se prend des buts. Et si on regarde bien l'action qui amène le but, je pense qu'ils se sont fait bien 20, 25 passes avant le but. Et là, il n'y a pas de pression, en fait, il se passe rien. Et puis, je crois que c'est Garcia qui, au fait, égalise. Mais voilà, Oui,
Il est dans un petit périmètre, un petit de mouchoir de poche. Il n'est pas du tout au fait ennuyé, embêté. Enfin voilà, moi c'est ça qui me dérange un petit peu avec cette équipe, c'est qu'on a tendance un peu à faire la belle au bois dormant. En fait, on s'endort et puis voilà. Puis je pense que c'est au fait une erreur parce que de contenir. Alors oui, parce qu'on mène au score. On l'a dit souvent, on a une équipe de transition. On l'a encore vu vendredi. Mais le problème, c'est de pas vouloir partir en contre. Et je pense que le problème il est là. Parce que dès qu'on prend le but, on est obligé de réagir, on accélère et puis on marque. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que on l'a vu aussi contre Toon, on arrête de jouer, on prend le rouge, on égalise, on accélère, on a une occasion avec Toiti et puis on marque. Et puis c'est là où vraiment, je pense qu'il faut qu'on progresse. C'est dans la gestion du résultat, mais je pense qu'il faut gérer le résultat sans vraiment le gérer. C'est que oui, il faut contenir, mais il faut pas oublier de partir à l'assaut, de partir en contre dès qu'on peut le faire. Et souvent, j'ai l'impression qu'au fait, on renonce, on dégage la balle, on laisse les autres jouer. Alors que oui, il faut contenir, mais il faut surtout faire du pressing pour récupérer la balle et partir en contre. Et alors là, ça nous a réussi, mais il y a eu plus d'une fois où on est reparti bredouille, voire avec un point, alors que on avait le match en main et il faut vraiment, vraiment travailler ça, quoi, parce que on a perdu trop de points à cause de cette mentalité vraiment passive. Et ça, si on veut monter, on doit être beaucoup plus ambitieux sur tout un match, à mon avis. Alors Varane, on lui demande de parler d'une action et puis il nous fait un débriefing complet de la saison. C'est Oh, je parfait. m'emballe, ouais. Non, pour revenir à l'action, Varane, où ça manque un petit peu de pression, de pressing, comme tu le dis, c'est au moment où Mahmoud est sur le côté droit et qui cherche des solutions. Là, effectivement, je pense que l'équipe doit venir le presser pour l'obliger à tenter une passe risquée ou alors, cas échéant, à repartir vers l'arrière parce qu'il n'y a pas de solution. Après, dès le moment où il trouve une première solution, ça triangule avec Kari, c'est extrêmement compliqué à défendre parce que les joueurs se trouvent très bien, tu l'as dit, dans un petit périmètre. Et défendre dans un petit périmètre, c'est parfois plus difficile que de défendre dans un grand. Et là, en fait, l'action, elle est très, très, très compliquée à lire. Et du coup, ça se passe en une fraction. Le ballon passe de Mahmoud à Kari à Garcia en quoi 2 secondes. Et puis la frappe, elle est juste parfaite. Elle est rater, elle est sèche, elle est dans l'angle qu'il faut. Et puis là où il y a la petite part de chance pour le slow, c'est qu'elle touche aucune jambe, que ce soit neuchâteloise ou lausannoise. Donc voilà, manque de pressing, oui, mais dès le moment où il se dégage un petit peu qu'il trouve des solutions, c'est ultra, ultra compliqué à défendre. Et je pense que même une bonne défense qui n'a pas pris 30 buts sur les 15 premiers matchs, eh bien, ils auraient aussi probablement encaissé le but là-dessus. Mathéo, ton avis à toi sur cette action? Peut-être que je suis seul contre deux, mais j'assume, c'est pas grave. Oui, oui, non, mais alors c'est vrai que c'est pas d'une extraordinaire réactivité. C'est vrai que la combinaison à l'entrée des 16, elle se fait quand même assez facilement. Maintenant, j'ai aussi eu l'impression, en revoyant évidemment les images et en revoyant le résumé, parce que comme tu l'as dit, ce sont deux actions, enfin autant le penalty que l'égalisation du slow se passe de l'autre côté du stade pour moi. Voilà, alors c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur notre gardien, mais j'ai pas l'impression que la frappe est super puissante. Et j'ai aussi l'impression que Eragic la regarde un tout petit peu filer. Après, la première erreur vient avant. C'est-à-dire que pour moi, il y en a minimum un qui doit pouvoir sortir sur le buteur, vu le périmètre dans lequel se font ces passes-là. Et, euh, et l'action doit être stoppée bien avant. Mais en même temps, la frappe, elle me semble pas inarrêtable et j'ai pas forcément l'impression que Eragic est masqué non plus là-dessus. Ah ouais, Donc, alors peut-être c'est qu'il y a peut-être d'autres ça, erreurs. effectivement, l'inconnu. On pourra poser la question à Edine prochainement, mais voilà. Il y a plusieurs joueurs devant, et puis ces frappes rater, c'est pas simple, c'est pas simple à voir. Alors ouais, non, il a quand même 3, 4 joueurs devant lui.
Après, il faut aussi rendre le tir est bien placé. Même s'il réagit, s'il plonge, il plonge avec une demi-seconde de retard et c'est but la même chose. Ok, on dit manque de réaction parce il reste planté sur sa ligne, mais au moment où il voit le ballon arriver, il a plus de raison. Elle est déjà passée et puis il a plus de raison de plonger. Mais voilà, on a pris des buts, on va dire, plus dommageables et plus bêtes, entre guillemets, que celui-ci. Et puis là, au moment où le slow revient à un partout, on se dit ça y est, le match va tourner, ils vont nous mettre la pression et puis on va finir par prendre un deuxième but derrière. Et puis, voilà, l'équipe réagit tout de suite avec une superbe occasion sur le côté gauche. Et ce but, il doit beaucoup à la pointe de vitesse et à la justesse technique de Euclides Cabral. Et puis, bien évidemment, à la finition de Koro Kone, Matteo. Matteo, du coup. Oui, oui, non, alors magnifique débordement sur la gauche, effectivement, avec un superbe 1-2. Et Cabral qui va au bout de son débordement, puis qui réussit, comme tu le dis, avec beaucoup de justesse à adresser ce centre tendu pour Koné. Parce que quand en plus on est en bout de course comme ça, et qu'on a fait un grand sprint, c'est pas forcément facile de mettre la balle de mettre la balle avec précision, de mettre le ballon avec précision et Koné qui fait preuve qui démontre un peu toute sa puissance dans les 5 mètres pour aller s'imposer parce que oui, il a le bon timing pour aller mettre la tête, mais encore faut-il s'imposer au duel et ça nous permet de reprendre l'avantage à peine quelques secondes après cette égalisation lausannoise. Mhm. Ram, ton analyse sur ce but? Alors, cette année, on est assez verni, je dirais, avec notre ami Cabral, hein, que je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un latéral qui avait cette qualité-là, de justement d'aller au fond et de mettre des centres précis. C'est pas la première fois, hein. Donc là, on a vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, donc comme Matteo a dit, donc magnifique 1-2, magnifique centre. Et puis on a la double chance d'avoir aussi des attaquants qui sont des vrais finisseurs. Et puis alors là, Koné, magnifique appel contre-appel au deuxième, et puis met d'un coup de tête précis. Donc voilà, un- c'est un vrai but, c'est un but de vrai buteur. De Massaï n'étant pas là, on a le luxe d'avoir Koné, donc magnifique but. Donc voilà, un vrai but d'attaquant, et ça fait plaisir cette année d'avoir deux attaquants de la trempe de Massaï et puis Koné, quoi. Donc c'est vrai que par rapport aux années précédentes, ça c'est quelque chose qui change. Oui, effectivement. Puis on peut aussi souligner que voilà, Euclides Cabral réagit bien hein, après son autogol malheureux, on va dire, de la semaine dernière contre Thun. Et voilà, cette action, elle doit beaucoup, parce qu'en plus, faut-il le préciser, il rejouait de nouveau sur son mauvais côté, hein, le côté gauche. Donc, moi, je me suis dit, oh là là, il va prendre le centre du gauche, il va pas la mettre aussi bien que s'il était sur son pied droit. Mais là, franchement, il a fait un geste technique juste excellent parce il est en bout de course, il avait vraiment fait un gros sprint, donc c'était pas forcément évident sur son mauvais pied de la mettre. Et ensuite, il a encore le temps et la lucidité de voir et de sentir ce que va faire Koné. Et puis là, Koné, c'était pour un joueur de sa qualité, c'était absolument inratable puisque Vachou n'est pas sorti et le défenseur stadiste était devant Koné. Le ballon lui est passé par-dessus, donc c'était une très très belle action. Messieurs, votre analyse, après, on le sait déjà maintenant, hein, plus rien ne bougera d'un point de vue du score, mais je voulais vous entendre un peu sur voilà, les 30 dernières minutes du match, qui incluent en plus le temps additionnel. Varam, t'as tremblé, je pense, jusqu'au bout. C'était Morgarten, comme tu le dis, mais on va dire que c'était la moitié de Morgarten, puisque on a bien défendu, on a laissé peu d'espace, mais par contre, on n'a pratiquement plus une occasion. Alors oui, il y a une option pour Fabio Saiz et Koro Kone, mais sinon, à part ça, on a très souvent dégagé comme on le pouvait et surtout un peu n'importe où. Oui, alors donc pour une fois, enfin en tout cas rarement, on a réussi à tenir un score, on a réussi à le faire. Je pense aussi que de revenir deux fois au score pour le stade Lozanouchi, c'était peut-être un peu beaucoup aussi.
J'ai trouvé que voilà, ils étaient en panne d'idées. Enfin voilà, j'ai trouvé que il manquait un peu de jus. Mais nous, on a été sérieux, on a été appliqué, on n'a pas pris de risques. Et puis après, bah, c'est vrai que après ce deuxième but, on a dû lutter contre l'ennui, hein. C'était vraiment un match voilà, qui était pas très très fringant. Mais voilà, donc il s'est pas passé grand-chose. Mais au moins, on a réussi à tenir. Sachant quand même qu'il nous manquait quand même Johan Epito, qui est quand même un élément important. Et là, il faut souligner aussi que notre paire défensive a fait un bon match. Soro fait un excellent match parce que Soro a eu aussi, il avait été très bon l'année passée, il avait fait un bon début. Après, il a eu un petit creux, il a été un peu moins bon. Mais là, il a été excellent vendredi. Et puis voilà, donc on a géré ces 30 dernières minutes. On n'a pas eu de, il n'y a pas eu d'occasion vraiment saillante pour le SLO. Donc voilà, donc on a réussi à gérer sans être incroyable. Mais voilà, c'est pas ce qu'on leur demandait. Mais voilà, sérieux, appliqué. Et puis on est reparti avec 3 points qui sont jamais faciles à prendre, surtout contre une équipe qui est en net regain de forme après un début compliqué parce qu'ils ont dû gérer une descente, c'est jamais facile. Ils ont fait un mercato aussi sur le tard, et puis là, ben, on voit que l'équipe commence à tourner. Donc voilà, donc c'était un match piège, et puis on a très très bien géré ça. Donc voilà, donc c'est très bien. C'est ça, je pense que Mathéo, tu me contrediras pas, on a plus tremblé de l'éventuelle boulette xamaxienne que des rushs du stade Lozanouchi. Totalement. Maintenant, je voulais juste aller dans le prolongement pour terminer, en tout cas, l'analyse finale de ce match. Je voulais aller dans le prolongement de ce que tu viens de dire, Varam. C'est que finalement, on était sur une série qui était assez négative, qui commençait à durer là depuis la rentrée même de la trêve internationale d'octobre, parce qu'on prend tous les résultats qu'il y a eu depuis, les raclés contre Carouge, contre Ville à la maison, la défaite récemment contre Thun. Et faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que du fait de, enfin, on a parlé tout à l'heure de la température de la Pontaise. C'est un stade où, vu que le stade Lozanouchi joue, bah, il y a pratiquement personne. Je veux dire, quand on voit les travées, les images des travées et des tribunes vendredi soir, il y avait limite les familles des joueurs qui étaient là, hein, et j'abuse à peine. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment avec un terrain compliqué, avec une température vraiment froide, c'est pas facile de venir jouer à la Pontaise de ce fait-là, parce il y a vraiment une ambiance de match feutré. De ce point de vue-là, l'équipe mentalement a magnifiquement réagi avec une victoire dans un contexte qui était pas facile. Maintenant, c'est vrai qu'il reste 2 matchs maintenant. D'abord à Nyon et puis ensuite à Haro, où si on veut pouvoir avoir encore pensé à la deuxième place, penser à la deuxième place au mois de février, il faut absolument gagner ces 2 matchs. Surtout que Carouge a perdu des points hier soir et qu'ils ont encore un déplacement un peu plus compliqué que le nôtre d'ici Noël. Voilà, on parlera de tout ça dans le briefing du prochain match. Ça sera la conclusion. Voilà, c'était pas forcément la plus belle des victoires, mais après quelques prestations encourageantes, mais qui se sont soldées par les défaites, il faut aussi savoir gagner des matchs dans le dur, des matchs où on n'est pas forcément flamboyant. Et puis la saison a aussi fait de matchs comme ça, et c'est voilà, c'est aussi la force d'une équipe de savoir les gagner ces matchs. Voilà, on peut passer sans autre à la rubrique suivante. Vous l'avez entendu tout à l'heure lors de l'intro, nous allons aborder la deuxième partie de notre rubrique du top 11 des joueurs que j'ai vu jouer. Et là, je propose de passer tout de suite la parole à la jeunesse. On va commencer par toi, Mathéo. Présente-nous ton top 11 des joueurs que tu as vu jouer, version Neuchâtel Xamax, bien entendu. Oui, merci. Alors, bon, vous vous doutez bien que ça va être une équipe estampillée année 2000, hein, puis même, ça commence la deuxième partie de la première décennie des années 2000. Alors, comme gardien, on l'a eu comme invité dans notre émission. Il s'agit de Luca Ferro, dont finalement, j'ai gardé d'extraordinaires souvenirs, tant sur le niveau intrinsèque du footballeur que sur la personnalité.
Et c'est pas parce qu'on s'entend régulièrement en privé que je le dis, c'est vraiment un gardien qui m'a beaucoup marqué. Latéral droit, j'ai choisi Mike Gomez pour son record de matchs consécutifs en tant que titulaire et puis également pour finalement toutes ces dernières années qu'il a donné au club où il a toujours mouillé le maillot. Il a eu des périodes un peu plus difficiles lors du retour en Super League, mais un exemple à bien des égards. Le premier des deux défenseurs centraux, j'ai choisi Stéphane Bell. Alors c'était aussi pour lui rendre un hommage pour les années de Capitana qu'il a eu chez nous et aussi pour son départ, parce que finalement, si on se rappelle de son départ, il a un petit peu été viré comme un malpropre. À côté de lui, j'ai mis Marcis Os, parce que c'est l'une des plus grosses surprises du Xamax sous Bingli sous Christian Bingli en Super League. À partir du moment où il a été replacé dans cette défense à 3 avec Stéphane Anchaud, c'est incroyable le défenseur qu'il est devenu. C'est pas pour rien que ses coéquipiers l'appelaient Big Man. À gauche, après longue hésitation, j'ai choisi Fabrice Nsakala parce que finalement, on a eu très très peu enfin, moi, il y a eu très très peu de latéraux gauche qui m'ont véritablement frappé par un niveau incroyable. Et je trouve qu'il nous a, l'espace d'une saison en tout cas, il nous a offert des performances de très très haut niveau. Dans mon milieu, comme ailier droit, j'ai choisi Geoffrey Tréant, héros du club à plus d'un titre. Il a finalement, dans ses deux passages à Xamax, il a deux matchs qui parlent largement pour lui, auxquels on pense tout de suite. Le premier, c'est la fameuse victoire à 8 contre 11 contre Saint-Gall. Et le deuxième, c'est le match de la remontada à Haro où il est décisif à plus d'un titre. Au niveau des milieux axiaux, j'en ai choisi un plus défensif et un peu plus offensif. Le plus défensif, j'ai mis Veloso, figure emblématique du club, un garçon d'un professionnalisme sans borne, et puis qui a beaucoup marqué notamment le Xamax de la remontée d'après faillite. Et à côté de lui, j'ai choisi, c'est le seul joueur de l'ère Chagayev que je me suis permis de choisir, c'est Victor Sanchez. Quel artiste au milieu, un joueur qui avait des ouvertures de dingue. Donc, et il y a un niveau technique hallucinant. Donc Victor Sanchez. Et puis à gauche, comment ne pas parler de Rafael Nuzzolo? Je pense qu'il y a pas besoin il y a pas besoin d'aller plus loin et de choisir les motivations qui me pousse à le choisir, figure emblématique du club. Finalement, après, enfin, il y a ceux qui ont connu Philippe Perret. Pour ceux qui n'ont pas connu Philippe Perret, c'est le symbole du club, Raphaël Nuzzolo, à plus d'un titre. Et puis mon duo d'attaquants, alors ça c'est peut-être la moins grosse surprise que quand vous connaissez quelle est ma saison fétiche et celle dont je fais encore des cauchemars aujourd'hui. J'ai mis mes deux attaquants de pointe, c'est Ideya Brown et Mario Gavranovic. Voilà, Brown, parce que finalement, il a fait un passage plus que correct chez nous. Et puis Gavranovic, c'est aussi pour son passage à Xamax, mais également pour la fierté de supporters de Neuchâtel que j'ai ressenti un certain 28 juin 2021 quand il a égalisé contre la France. Et de me dire que 12 ans après le passage chez nous, il réussisse à s'offrir ce moment de gloire. Je pense que c'est un attaquant qui aurait mérité enfin, qui aurait pu jouer encore plus en sélection nationale s'il n'avait pas connu tous les problèmes physiques qu'il a connus dans sa carrière. Comme entraîneur, ça a été compliqué, ça a été difficile à choisir, mais j'ai choisi Michel de Castel parce que l'entraîneur de la remontée, et puis voilà, quoi, un coach qui a fait un travail hallucinant les quelques saisons qu'il a passées chez nous. Puisqu'il faut se rappeler qu'il arrive quand même au mois d'octobre de la première saison en Challenge League en remplacement de Roberto Catilla. Et que voilà, quoi, il nous a apporté toute son expérience, une gestion de groupe exemplaire. Et puis il nous a offert le plus beau cadeau d'après faillite qui a été le retour dans l'élite au printemps 2018. Donc Michel de Castel. Voilà. Très bien, merci beaucoup Mathéo. Et là, on va passer à toi, Varam. Et comme pour moi, je pense, il y aura un peu plus de nostalgie, un peu plus d'ancienneté dans ces 11 de légende.
Oui, effectivement, ça ne va pas me rajeunir et rajeunir certains auditeurs et toi-même, Mirko, par la même occasion. Ouais, Mais effectivement, moi j'ai des références un peu plus vintage. Voilà, donc alors j'ai choisi donc une formation en 4-2-3-1. Alors au but, ça a été assez compliqué parce que on a eu du très beau monde qui ont gardé au but, hein, Bettoni, Ferro, Bedenic, enfin voilà, il y en a eu pas mal, mais j'ai choisi Joël Corminboeuf. Voilà, c'est le mythe, carrière incroyable. Il a quand même eu une carrière à l'international aussi à Strasbourg. Il a été appelé en équipe de Suisse. Et puis bah voilà, ça a été le gardien souvent des grandes soirées européennes. Donc voilà, c'était un super gardien aussi. Excellent sur la ligne. Après, c'était une autre époque, donc avec les pieds, il était un peu moins bon, mais sur la ligne, il était très très fiable et dans les sorties, il était très très bon. Et voilà, c'est une de nos légendes. Donc voilà, donc Corminboeuf au but. Ensuite, une défense à 4. Alors, côté droit, latéral droit, Guerino Gottardi, magnifique joueur, super élégant, magnifique course qui a aussi eu une très belle carrière après à la Lazio, donc il était remplaçant, mais quand vous voyez les noms qu'il y avait dans cette équipe, déjà figurés dans cette équipe, c'était quelque chose d'incroyable. Donc Gottardi, ça c'est début des années 90. Ensuite, une défense centrale avec notre regretté Trifon Ivanov, donc feu Trifon Ivanov, donc exceptionnel défenseur bulgare. Charisme incroyable, leadership exceptionnel, une puissance incroyable. Quand il taclait, il arrachait la moitié de l'herbe, quoi. C'était un mec qui mettait des boîtes, justement, quand il fallait. Carrière incroyable. Personnalité assez fantasque en dehors du terrain, mais un joueur énorme qui a fini d'ailleurs quatrième, je crois, à la Coupe du Monde de 94 avec cette fabuleuse équipe de Bulgarie. Mais en tout cas, c'était un sacré joueur. Et puis à côté de lui, Hani Ramzi, défenseur central égyptien, exceptionnel, magnifique, très bon de la tête, très bon sur l'homme, excellent à la relance. Et d'ailleurs, après, il a fait une magnifique saison, enfin, il a fait des magnifiques saisons en Bundesliga. Je crois qu'il a fait le Werder de Brême, Kaiserslautern. Et je me demande s'il a même pas été champion avec Kaiserslautern, mais ça, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, défenseur d'exception, carrière incroyable. Et franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs qu'on ait eu. Et on va terminer cette défense avec le latéral gauche qui n'est autre que Thierry Bonaler. Quel joueur, quel joueur, quel joueur. C'est, je pense, c'est le latéral le plus élégant que j'ai vu. Une qualité de course, de centre, vraiment, c'était un funambule à gauche, franchement, exceptionnel. Moi, je ne sais pas si on reverra un jour un latéral avec cette qualité-là chez nous, mais en tout cas, c'était fantastique, quoi. C'était presque un ailier, au fait, ajouté. Vraiment un joueur magnifique. Après, il était parti à Nottingham Forest, je crois. Et il avait joué aussi à Zurich, mais super, super joueur. Vraiment masterclass, quoi. Ensuite, notre père au milieu de terrain, eh ben, c'est impossible de ne pas mettre Péchon. Voilà, donc une autre de nos légendes. Joueur qui était pas spectaculaire, mais par contre qui avait une intelligence de jeu hors norme. C'était un peu notre Didier Deschamps à nous, hein. Moi, j'aime bien le comparer à Deschamps. Ça veut dire que c'était un joueur qui, qui attrapait pas forcément l'œil, mais quand il n'était pas là, on sentait immédiatement qu'il n'était pas là parce qu'il avait une science du placement, et un placement tactique. Il faisait la faute quand il fallait. Enfin bref, c'était un joueur formidable. Et puis à côté de lui, je mettrais Augustine Simo. Elle a aussi énorme masterclass. Donc c'était un joueur qui était pas très rapide, mais qui par contre avait une vision du jeu, qui avait un sens du jeu exceptionnel. Et lui aussi, il a fait une carrière incroyable. Il a joué à Torino en Italie, il a joué à Saint-Étienne. Enfin, vraiment un joueur fabuleux. Ouais, avec un pied et puis une intelligence de jeu vraiment rare. Ensuite, on va passer à la ligne de 3. Donc sur la gauche, j'ai beaucoup d'affection pour Mobulu Mfouti.
même s'il avait été replacé plutôt avant-centre dans ses grandes années chez nous, mais je le mets à gauche. Donc voilà, un joueur. Bah, je suis beaucoup attaché à lui parce qu'il a beaucoup progressé. C'est vrai que quand il est arrivé, c'était encore un peu un diamant brut. Et lors de cette saison galère, je crois que c'était une saison avec Pedretti, il avait complètement explosé et il nous avait sauvés en barrage. Et puis voilà, bah c'est le genre de joueur que j'aime. C'est un joueur qui va vite, qui percute. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est que techniquement, il a beaucoup progressé aussi. À tel point qu'il avait fini à Istres, je crois, en France. Et il a mis des buts hyper importants. C'est lui qui marque dans le barrage contre Vaduz, je crois. Et puis voilà, moi j'ai beaucoup aimé comment dire, ces phases où il percutait balle au pied, où il partait en profondeur. Et souvent, on savait que c'était but. Voilà, donc Mfouti à gauche. Meneur de jeu, qui d'autre que Lajos Detari? Il Mago, le magicien, joueur hongrois absolument exceptionnel. Moi, je pense que c'est le joueur le plus technique qu'on ait jamais eu. Intelligence de jeu exceptionnelle. Donc, il faisait partie encore de cette école de l'Est à l'ancienne, avec vraiment un QI foot, je pense, surdéveloppé. Je pense qu'en QI foot, il devait avoir 500. C'était un truc de fou. Et je me rappellerai de son lob de 50 mètres contre Servette quand il avait marqué ce but absolument incroyable. Donc voilà, Detari, joueur hors norme, joueur irrégulier. C'était un joueur qui faisait souvent une bonne saison sur deux, mais quand il était dans la bonne saison, il était juste injouable. Et heureusement, quand il était chez nous, il était dans sa bonne saison. Donc Detari en 10 et à droite pour compléter cette ligne de 3, Henri Camara, donc voilà, joueur fabuleux. En plus d'être rapide, il avait une technique, il avait un sens du jeu, il jouait pour l'équipe, il avait un magnifique sens du but, élégant, avec son petit col relevé. Et en plus, il a fait une carrière incroyable en Ligue 1 et en Angleterre après. Donc joueur fantastique. Et devant, il y a eu aussi du beau monde, mais je choisis Moldovan parce que je pense que c'est le plus grand buteur qu'on ait eu. J'ai rarement vu quelqu'un avec le but dans le sang comme ça. Il marquait dans toutes les positions, du pied gauche, du pied droit. Il marquait même de la tête alors qu'il n'était pas très très grand. Et voilà, il avait un sens du but fou. Et quand on a vu la carrière qu'il a faite après, c'est pas du tout surprenant. Mais sur ce coup, on avait eu faim nez parce qu'il arrivait du championnat roumain. Et voilà. Et en plus, il avait la lourde tâche de remplacer un autre GOAT que j'aimais beaucoup, Petar Alexandrov. Donc voilà, Moldovan devant. Et comme entraîneur, alors j'ai un peu triché parce que normalement cet entraîneur était un adepte du 4-3-3, mais je peux pas faire autrement que de mettre Gilbert Gress, voilà, notre druide alsacien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, quoi. Merci beaucoup, Varam. En plus d'avoir les mêmes références, on a quand même passablement les mêmes goûts, puisqu'on a quand même plus de la moitié, 6 joueurs sur 11, que nous avons tous deux choisis dans notre top 11 des joueurs que j'ai vu jouer. Donc voilà. Et le même coach aussi. Donc voilà, on a des goûts similaires. Nous sommes des hommes de goût, Varam. Voilà, messieurs, c'était la fin de cette rubrique. On a eu beaucoup de plaisir en fait. C'est un exercice pas forcément très simple. Et puis, on vous le dit déjà, on vous tease déjà un peu. On fera un top 11 inversé, c'est-à-dire nous on l'appelle le top 11 merguez. C'est-à-dire qu'on lira les pires joueurs, hein, le 11 des pires joueurs qu'on a eu l'occasion de voir jouer. Donc là, je pense qu'on va aussi se régaler. On garde ça bien au chaud pour des épisodes où on aura un peu moins de choses à vous dire. Du coup, Attendez-vous à des punchlines, hein, les gars. on va s'attendre à des punchlines. Et puis on s'excusera déjà pour les joueurs qu'on mentionnera, mais voilà, c'est en tout bien, tout honneur. Il y a certains joueurs peut-être qui auront eu des belles carrières, mais qui auront totalement floppé chez nous, comme on dit. Donc les animateurs se préparent déjà et vous présenteront ça dans les meilleurs délais. Voilà, on passe à la suite.
Voilà, la suite, c'est notre traditionnel briefing du match suivant, le briefing de la 17e journée de Challenge League qui nous verra nous déplacer du côté de Nyon pour y affronter le Stade Nyonnais. Donc voilà, petit rappel statistique comme d'habitude avant cet épisode. Donc le Stade Nyonnais est actuellement la lanterne rouge de ce championnat. Ils sont 10e, donc avec 11 points graviers, ça les place déjà quand même à 5 points de l'avant-dernière place. Au niveau de l'attaque, eh bien, ils ont inscrit jusque-là 20 buts, ce qui en fait une des moins bonnes attaques du championnat. C'est précisément l'avant-dernière attaque du championnat à égalité avec Vaduz. Et puis au niveau de la défense, alors là on aura affaire vraiment à la pire défense de Challenge League puisqu'ils ont déjà pris la bagatelle de 38 buts, soit 7 buts de plus que nous qui sommes l'avant-dernière moins bonne défense du championnat. Ils sont dans une trend relativement négative. Alors, ils ont certes pris un point lors de leur dernier match, mais ils restaient sur 3 défaites consécutives et leur dernière victoire date du 18 octobre, si je ne m'abuse, à domicile contre le FC Ville. Du coup, leur dernier match, eh bien, ça a failli être une 4e défaite consécutive, puisqu'ils ont vraiment arraché le match nul dans le temps additionnel sur un corner. Ils ont fait donc un du côté du Tessin à Bellinzone. Leur bilan à domicile est pas très brillant, c'est de l'avant-dernière équipe à domicile. Il y a guère que Chafouz qui a fait moins bon qu'eux, avec 2 victoires pour 5 défaites. Et puis forcément, quand on est dernier et puis qu'on marque pas forcément beaucoup de buts, les leaders statistiques n'ont pas forcément beaucoup de points, mais on a quand même Elias Pache qui a déjà marqué 6 buts, soit pratiquement un tiers des buts de son équipe à lui tout seul, et délivré 2 passes décisives. Donc Pache est impliqué sur 8 des 20 buts du Stade Nyonnais. Franck Corré est à 2 buts et 2 passes décisives. Momodou Jaité a marqué 3 buts et puis Thiago Escorza a délivré 4 passes décisives. Alors, il y aura passablement d'absents du côté du Stade Nyonnais pour le prochain match. Il y aura déjà 2 joueurs suspendus. Strombach et Escorza ont écopé tous les deux de leur 4e avertissement, donc ils seront suspendus. Et puis sera absent, on a une petite pensée pour lui, déjà parce que c'est un ancien Xamaxien, mais aussi parce qu'il a quand même, il faut-il le rappeler, un grave accident lors de l'avant-dernière journée. C'est Adreno De Piero. Alors, les dernières nouvelles qu'on a, c'est qu'il dort encore beaucoup et il est toujours bien évidemment sous surveillance médicale étroite, mais voilà, on a une petite pensée pour lui parce que c'est un joueur éminemment sympathique, donc qui sera absent pour ce match, au même titre que Diomandé et en principe Quentin Gaillard aussi. Voilà, au niveau de Xamax, les leaders statistiques sont toujours les mêmes. Demassai, 7 buts, 5 passes décisives. Touati, 3 buts, 4 passes décisives. Onyekashi, 4 buts, 2 passes décisives. Et Korokone est toujours à la 4e marche, mais il en a profité pour soigner un peu ses stats en inscrivant son 3e but. Au niveau des suspensions, alors Varam, malheureusement, ton souhait de voir le trio Bamba, Saiz, Fatkic reconduit ne pourra pas avoir lieu puisque Giovanni Bamba a écopé de son 4e avertissement, il sera donc suspendu. Au niveau des blessures, Roland Dongo, Salim Ben Seguir seront absents. Voilà, on ne les reverra pas avant le début du 3e tour. Et puis quelques nouvelles de Jonathan Fontana et de Guillaume Fourer qui ont manqué le dernier match. Alors Jonathan Fontana, on a parlé avec lui. Quand on lui a demandé comment il en est, il nous a fait signe comme ci, comme ça. Donc, aucun risque serait pris avec lui ici. Il avait pas repris l'entraînement la semaine passée. S'il peut reprendre l'entraînement et puis voilà, avoir un peu d'intensité, eh bien, peut-être qu'il sera sur le banc à disposition éventuellement. Mais si il peut pas se rentraîner, on va pas prendre de risque et puis il manquera un 2e match. Concernant Guillaume Fourer, c'était un peu moins grave. Il y a une petite gêne musculaire et puis il pourrait être présent au moins sur le banc la semaine prochaine pour aider l'équipe. Alors Varam, je vais reprendre tes propos d'avant. Mission 6 points. Et puis, pour avoir une mission 6 points, il faut passer par l'obtention des 3 points la semaine prochaine à Nyon. Voilà, tout autre résultat qu'une victoire à Nyon serait une relative contre-performance, Mathéo. J'imagine.
C'est certain, c'est certain. Quand on sait que, quand on t'as détaillé les statistiques de buts marqués, mais surtout de buts encaissés, quand on voit la place qu'a le Stade Lyonnais au classement, tout autre résultat qu'une victoire serait pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, un échec vendredi soir. Il faut profiter du fait qu'en plus on ait retrouvé le goût de la victoire, justement ce week-end pour pouvoir aller enchaîner à Lyon. Sur le papier, ça a tout du match idéal, mais ça veut aussi dire que c'est un match qu'on doit prendre au sérieux dès la première minute et que les sautes enfin les coupures de maîtrise du match dont parlait Varane dans le débrief, ont encore moins lieu d'exister face à un adversaire pareil. C'est pas manquer de respect à Lyon que d'attendre les 3 points, de ce match à Colombey. Et voilà, c'est aussi, je parlais également du calendrier de Carouge jusqu'à la trêve. C'est une période, là, ces 2 derniers matchs, c'est une période où il faut essayer de voir si on peut pas encore grappiller quelques points sur ce Dauphin et finir peut-être éventuellement barragiste ce premier tour. Ce serait pas mal. Ouais, effectivement, le match aller, on n'avait vraiment pas été impressionné par la défense du Stade Lyonnais. Et puis avec un peu plus de réalisme et moins de perte de concentration défensive, on aurait largement pu gagner ce match 4, voire 5 à 0. Personnellement, j'ai trouvé que le Stade Lyonnais, sans leur faire injure, hein, comme tu disais, Mathéo, mais c'était l'équipe, on va dire, la moins bien lotie de ce championnat. Ça va être dur pour eux d'éviter la dernière place, Varam. Oui, effectivement, l'année passée, ça avait été l'équipe surprise, ça avait été l'équipe promue surprise, mais je pense que la magie n'est plus vraiment là. C'est une équipe qui a eu beaucoup de joueurs en prêt. Enfin voilà, c'était une équipe qui était bâtie un peu. C'était une équipe qui était bâtie un peu sur une saison. Je pense que c'est difficile pour eux. Et puis voilà, cette année, c'est clairement l'équipe la plus faible, je pense. Et Ouais. il faudra impérativement qu'on aille prendre ces 3 points parce que on en a déjà perdu assez de ces points. Il reste 2 matchs. Il faut qu'on reste dans le wagon de tête, absolument. Il faudrait pas non plus que Carouge et puis tout ne prennent trop leur distance avec nous. Mais par contre, c'est un match sur lequel j'ai évidemment des craintes parce que historiquement, Xamax a souvent eu la brillante idée de relancer des équipes complètement faites à la cave, hein. C'est l'une de nos grandes spécialités. Donc, comme l'a dit Matteo, c'est un match qu'il faudra prendre directement au corps, le couteau entre les dents. Et ça, c'est un match où justement, physiquement, il faudra être là parce que Nyon, même l'année passée, c'est une équipe qui mettait beaucoup de boîtes, hein. Ils jouent très, très, très physique. Donc, il va falloir répondre présent. Et puis, il va falloir essayer de tuer le match rapidement parce que je pense que si on arrive à marquer 1, 2 buts rapidement, je pense que c'est une équipe qui va avoir de la peine à se remettre parce qu'ils sont dans un trend très 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 négatif. Mais il va falloir être sérieux, il va falloir être appliqué et puis surtout, on ne pourra pas se permettre d'être passif et puis de dormir parce que je pense que Nyon va beaucoup mettre l'accent sur le physique et nous, il va falloir qu'on réponde présent, qu'on soit sérieux et puis il faut absolument qu'on fasse ces 3 points parce que le dernier match sera contre Arao, qui est une équipe qui est en train de monter. C'est une équipe qui fait pas beaucoup de bruit, mais depuis quelques semaines, l'équipe de Jacopeta commence à carburer. Ils ont eu énormément de blessés en début de saison, des blessés qui récupèrent maintenant. Donc il faut absolument qu'on affronte ce dernier match contre Arao avec 3 points de plus, quoi. Impérativement. Effectivement, je pense que voilà, c'est un passage obligé. Alors quelques inconnus quand même aussi pour ce match. On ne sait pas qui de Melvin Mastil ou de Tim Spicher gardera les buts du Stade Lyonnais. Spicher semblait tenir la corde, mais après une déroute 6-2
Je sais plus où est-ce qu'ils ont perdu 6-2. C'était contre le Slow à la Pontaise. Eh bien, Mastil a obtenu du temps de jeu. C'est lui qui a joué le dernier match à Bellinzone. Il a plutôt fait une bonne performance, donc ce serait pas surprenant de le revoir la semaine prochaine contre nous. Ils vont quand même jouer, je le rappelle, avec une défense centrale décimée, hein, puisque voilà, De Piero sera absent, et puis je l'ai dit, Strobar sera suspendu, donc ça laissera que Sylvestre Braque comme défenseur central habituel titulaire. Je sais pas comment Christophe Cachy va composer sa défense centrale, mais à nous vraiment d'en profiter un maximum. Ça sera peut-être l'occasion aussi de revoir Adam Ouattara, hein, notre ancien joueur qui évolue maintenant du côté de Nyon et qui voilà, commence à obtenir gentiment du temps de jeu. Il n'est pas encore titulaire, mais voilà, il commence à grappiller quelques minutes par-ci, par-là. Donc voilà, je pense que si on joue avec nos forces et qu'on limite nos faiblesses, on a de quoi largement repartir gagnant de Colovray. L'année passée, lors du 3e tour, on était aussi un peu dans cette position, hein. On était allé à Nyon après quelques on va dire relatives contre-performances, et puis on avait livré un match solide, mais c'était, comme tu l'as dit, Varham, c'était un autre stade nyonnais aussi à ce moment-là. Donc voilà, on vous habitue à avoir pas mal de pessimisme à Xamcast, soit par des déplacements compliqués, soit parce qu'on reçoit des équipes solides à la Maladière. C'était un peu le cas ces derniers temps, ou alors des équipes qu'on n'a plus battues depuis pas mal d'années. Mais là, on a quand même un petit peu plus d'optimisme sur ce match. Si Xamax livre un match sérieux, eh bien, voilà, on peut être tout à fait optimiste pour ce match. Voilà, messieurs, encore des choses à rajouter en marge de ce match contre le Stade Lyonnais? Je voulais juste, comme tu le disais, profiter de rappeler juste les 3 derniers finalement résultats de Nyon. C'est que tu l'as dit, ils se sont sauvés à Bellinzone en égalisant la 93e. Et qu'ensuite, les 2 défaites précédentes, c'est 6-2 à la Pontaise contre le Stade Lozanouchi et 6-1 à domicile contre Thun. Donc, je pense qu'on a tout dit. C'est ça, ils ont vraiment pris deux grosses branlées des familles, voilà, on va dire ça comme ça, quand même. 12 buts sur 2 matchs, 3 buts marqués quand même, certes. Mais oui, c'est une équipe qui est en grosse difficulté. Et puis voilà, si on veut espérer accrocher le wagon, encore bien se tenir dans le wagon de tête, eh bien on doit aussi nous imposer. J'attends pas forcément à ce qu'on leur mette 6-1, mais on doit aussi faire respecter un peu la hiérarchie qui est en train de se dessiner dans cette ligue. Et puis voilà, on va pas se cacher non plus, on a les cartouches offensives pour leur faire très très mal. On avait gagné que 3-2 le match aller à la Maladière, mais je pense qu'offensivement, on avait raté quelques occasions. Tim Fischer avait aussi fait une grosse prestation, hein, et il avait longtemps retardé l'échéance pour ses couleurs. Mais dans ce match, on avait quand même vu les errances de notre propre défense, et puis les errances aussi du Stade Lyonnais qui avait été encore moins bon que nous défensivement sur ce match-là, d'où ce score, hein, de 3-2. Voilà, on peut passer gentiment à la conclusion de cet épisode. La conclusion sera extrêmement courte aujourd'hui, chers auditeurs. Elle consistera uniquement à vous remercier, vous, pour votre écoute et puis aussi vos réactions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire la semaine entre les matchs. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir à notre petite story pour préparer nos épisodes. Donc ça nous fait bien plaisir. Xamcast a su avec le temps fidéliser son public. Et puis voilà, on est vraiment très très content de toutes les interactions qu'on peut avoir avec vous et qui collent pleinement à notre slogan. Merci à vous deux aussi, mes chers collègues animateurs, pour ce soir. Vous allez faire le déplacement de Colovray la semaine prochaine, ou bien vous serez au chaud à regarder le match à la télé? Alors moi, oui, je vais faire le déplacement à Nyon, en espérant effectivement que justice sportive se fasse. Ok, Varham, toi tu regarderas le match au chaud chez toi, j'imagine. Ah bah voilà, il est déjà au chaud chez lui. Du coup, Varham. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, et puis à la semaine prochaine. Bye bye.